Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours d'histoire à distance qui sera aussi le dernier de ce chapitre. Effectivement, les dernières fois, nous avions vu que se mettait en place au XVIIe et au XVIIIe siècle en Europe une révolution scientifique, terme qu'on garde toujours entre guillemets, qui change énormément tout ce qui est méthode scientifique et méthode d'acquisition des savoirs. Nous avions vu comment elle se diffusait dans une large partie de la population, cette nouvelle méthode scientifique, comment elle permettait de développer les sciences et quelles étaient les réactions à la fois des États, des populations et de l'Église à cette nouvelle méthode et ces nouveaux savoirs qui apparaissent. Aujourd'hui, nous allons voir que avec cette nouvelle méthode scientifique se développent de nouvelles techniques et inventions qui vont profondément modifier la société européenne des XVIIe et des XVIIIe siècles et nous mener vers ce qui sera votre programme de l'an prochain, c'est-à-dire la Révolution française d'une part et puis surtout la Révolution industrielle du XIXe et du début du XXe siècle. Alors pour commencer, il faut noter que le premier domaine qui va connaître de grandes modifications, c'est celle des techniques de l'agriculture. En effet, la majeure partie de la population au XVIIe et au XVIIIe siècle est encore une population paysanne, donc qui vit de l'agriculture, et c'est dans ce secteur primaire, agricole, que l'on crée la majorité des richesses. Donc forcément, les savants vont se pencher sur ce domaine de la production. Alors regardez avec moi le document que je vous montre, prenez le temps de le lire, et regardez à quoi s'intéresse ce savant. Il s'appelle Lord Rich, donc un lord anglais. Alors vous l'avez vu, ce Lord Rich, il s'intéresse à l'agriculture. Comment on doit faire de l'agriculture, comment on doit cultiver, et puis vous avez vu qu'il essaye des expériences, donc ici de développer des machines pour semer des récoltes, et donc il essaye d'améliorer à la fois les rendements et puis le sort des paysans. Alors, on va noter que les agronomes, donc c'est comme ça qu'on appelle ceux qui étudient l'agriculture, agronomie, c'est l'étude de l'agriculture, donc les agronomes, ils multiplient des réflexions pour améliorer l'agriculture. Donc, on peut noter l'invention du semoir mécanique au début du XVIIIe siècle par un Anglais qui s'appelle Jethro Tull, et la création en France, cette fois-ci à Rennes, en 1757, de la première société d'agriculture française. Donc, son but, c'est de stimuler les cultures utiles et rémunératrices, comme le colza, le chanvre, le lin, le houblon, le tabac, le navet ou encore la pomme de terre. Cette pomme de terre qui est un légume assez nouveau, mais qui va avoir énormément de succès pour sa facilité à être cultivée et ses apports nutritifs importants. Alors, on note aussi qu'au XVIIIe siècle, les tenants de la physiocratie, alors la physiocratie, on va voir ce que c'est, ce sont des savants qui considèrent que la richesse d'une nation, elle tient de la qualité de son agriculture. Et donc, il est nécessaire d'améliorer les rendements agricoles par des innovations techniques. Donc la physiocratie, c'est le gouvernement de la nature. Ils pensent qu'il est naturel de gouverner d'une certaine manière, et notamment de gouverner en accroissant ce qu'on peut extraire des ressources naturelles. Alors regardez page 239, les documents 4 et 6, et demandez-vous que recommandent ces physiocrates en France, et puis est-ce que leur pensée est appliquée avec succès? Alors vous avez le petit texte à gauche qui vous montre la pensée d'un physiocrate, et puis à droite le document qui vous permet de voir quel discours porte le roi. Alors prenez le temps de lire dans tous les cas ces deux documents, de vous poser cette question, et puis si vous avez le temps, rédigez la réponse. Sinon on va passer à la correction, mais il faut que vous ayez lu et essayé de comprendre ces deux documents pour qu'on puisse avancer. Donc mettez sur pause et prenez le temps de faire ça. Alors vous l'avez vu, ces réformes, elles sont appliquées, c'est-à-dire que toutes les pensées des physiocrates, ils vont avoir vraiment une influence pour le pouvoir. On dit qu'il faut ne pas empêcher l'exportation du blé, c'est-à-dire libérer le commerce du blé, c'est une pensée libérale en termes économiques, et puis donc libérer ce commerce pour vivifier l'agriculture par le libre-échange. Et on voit que ça, c'est bien ce qui est appliqué, puisque la liberté du commerce intérieur des grains, elle est accordée en 1763 à Paris. En 1764, on a la liberté d'exporter librement du blé, mais ces réformes, elles vont échouer. On est dans un moment, au XVIIIe siècle, pour plein de raisons, où on a un refroidissement climatique et de très mauvaises récoltes. Déjà, dans les années 1770,
vous le voyez, ces mauvaises récoltes, elles donnent naissance à des révoltes, et ces révoltes, elles sont en partie dues aux mauvaises récoltes et au fait que, en libéralisant ce commerce du blé, les prix ne sont plus contrôlés, et donc en cas de famine, les personnes qui ont de l'argent vont acheter le blé, le garder de côté pour faire monter le prix, et une fois que on est vraiment en pénurie, vendre ce blé au moment où il est très cher. Et donc ça, les personnes les plus pauvres vont très mal le vivre et se révolter contre cette hausse énorme des prix du lait en temps de famine. Alors avec ces figures de physiocrates et d'agronomes, se développe aussi une autre figure qui est celle de l'ingénieur. Alors on va aller vite dessus, mais la figure de l'ingénieur, elle commence à naître bien plus tôt, avec notamment Léonard de Vinci, avec Michel-Ange. Vous vous souvenez, ces gens qui sont à la fois des savants, qui sont à la fois des artistes, qui sont à la fois des gens de sciences, d'art, mais aussi des gens de guerre. Léonard de Vinci, il est peintre, il étudie à la fois le corps humain, l'anatomie, mais aussi comment on construit des ponts, comment on construit des machines de guerre. Vous connaissez pour la plupart les machines de guerre de Léonard de Vinci qui n'ont jamais été construites, mais voilà, il s'intéresse à tout ça. Et donc ça, c'est ce qui va donner naissance maintenant au XVIIe, XVIIIe siècle, donc plus tard, à la figure de l'ingénieur. Donc l'ingénieur, c'est la personne de science qui construit des choses, pas seulement le savant qui va à l'Académie des sciences pour écrire des traités et réfléchir à la science, à des théories, mais celui qui applique la science dans des constructions bien précises. Alors à ce moment-là, leur statut professionnel est de plus en plus reconnu, en particulier avec la création de corps d'État comme celui des ponts et chaussées en 1716. Donc les ingénieurs issus de ce corps se mettent au service de l'État et participent à la construction de routes, de ponts et de canaux. Ça va avec l'amélioration de techniques d'architecture, puisque les progrès des mathématiques et de la géométrie permettent à ces ingénieurs et aux architectes d'élaborer des calculs plus précis pour leur construction. Et puis, ça va aussi avec un progrès des techniques cartographiques, puisque ces techniques cartographiques font des progrès considérables avec des relevés topographiques qui sont réalisés sur le terrain et permettent de mieux représenter le territoire. Je vous mets ici un exemple avec la famille des Cassini qui réalise la première carte topographique à l'échelle du royaume. Alors avec tout ça naissent des inventions qui vont vraiment bouleverser la vie et l'économie à l'époque. Alors ces deux plus célèbres inventions, ce sont la naissance et le perfectionnement de la machine à vapeur d'une part, on va en reparler juste après, et puis dans le textile, la navette volante qui est inventée en 1733 par John Kay et qui permet de tisser des pièces plus larges qu'avant et surtout plus rapidement. Donc ça va bouleverser le monde du travail, on va en reparler. Alors, cette navette volante, qu'est-ce que c'est ? Ça n'a rien à voir avec une soucoupe volante ou avec une navette spatiale, je vous vois venir. Non, une navette, c'est l'outil en bois que vous voyez ici sur l'image. Et en 1733, on invente une navette qui va être beaucoup plus efficace. Alors une navette, normalement, ça permet, quand vous avez un métier à tisser, vous avez des fils qui sont en face de vous, de façon verticale, et puis vous allez devoir passer un fil horizontalement pour que ça fasse un tissage. Il faut croiser ces fils. Et normalement, la longueur que vous pouvez faire, c'est la longueur de vos bras. Il faut passer une navette qui contient le fil que vous avez passé horizontalement dans les fils verticaux, et vous avez besoin de la largeur de vos bras pour la faire passer de droite à gauche, de droite à gauche. Et John Kay, il invente une nouvelle manette qu'on appelle volante parce qu'en fait, on peut la lancer et la faire revenir et donc faire ça très rapidement sur des plus longues distances, sur des plus grands métiers à tisser et faire de plus grands morceaux de tissu. Ça a l'air de rien, mais cette navette volante, ça va révolutionner le monde du textile qui va amener un fort développement économique à cette époque. Alors on va s'attarder un peu plus longuement sur la machine à vapeur qui bouleverse énormément la vie économique. Alors donc la machine à vapeur, pour y voir un peu plus clair, vous allez faire le parcours 2, page 235, donc vous lisez les documents et vous faites le parcours 2. Le parcours 2, je vous montre, il vous propose de faire une sorte de carte mentale autour de la machine de Newcomen, donc en vous montrant que c'est un besoin économique. De ce besoin économique naît une invention, qui connaît le succès, qui va être améliorée et qui va être aux origines de la révolution industrielle. Alors, mettez la vidéo sur pause, faites ce travail de lecture de documents et de trouver les informations pour les remettre dans les bonnes cases. Ça devrait aller assez vite. Donc, vous avez vu que la machine à vapeur, elle vient d'un besoin économique. Ce besoin, c'est drainer les mines de charbon, que quand on va chercher du charbon, dont on a besoin comme combustible, eh bien, les mines ont tendance à se remplir d'eau, puisqu'on va aller
creusées à proximité de la nappe phréatique, donc de l'eau en sous-sol qui va remplir les boyaux de mine que l'on vient de creuser. C'est quand même très gênant. Et donc, il va falloir pomper tout ça, sauf que pomper, ça demande de la force. Et donc, Thomas Newcomen, il invente une machine qui permet, à l'aide du charbon, de produire un pompage de cette eau. Donc, ça c'est notre invention. Et cette invention, elle connaît un fort succès, avec de centaines de machines en France et en Angleterre qui permettent de produire beaucoup plus de charbon et donc d'utiliser encore plus la force de la vapeur dans ces machines. Et ce succès, il va être aussi dû à une amélioration qui vient en 1769, la machine de Watt. Donc la machine de Watt, vous l'avez sur la page de droite, et vous voyez qu'elle permet de transformer une machine qui ne servait qu'à drainer, à pomper, en une machine qui peut servir à tout, puisqu'on la transforme avec un système de roues et d'entraînement en une machine qui peut créer une force motrice. Et cette force motrice, elle peut faire tourner des roues, donc avancer des trains par exemple, elle peut faire tourner des machines, pourquoi pas des métiers, des marteaux, etc. Donc on va pouvoir faire à peu près tout avec cette machine à vapeur et ce moteur à vapeur. Et donc ça, c'est ce qui va créer la révolution industrielle en créant une hausse de la production industrielle, puisque on peut tout produire mécaniquement à l'aide d'une énergie bien plus puissante que la force des bras. Et ça va créer notamment de la croissance économique, puisqu'on va produire plus, beaucoup plus rapidement et pour moindre coût. Donc, pour terminer, on note que ces deux inventions, machine à vapeur et navette volante, permettent l'apparition d'une première mécanisation du travail. Mécanisation du travail, le travail est mécanique, mécanisé, il est fait par des machines. En Angleterre, ça va tout de suite se traduire par une forte croissance économique. Plus tardive en France, puisque c'est surtout en Angleterre que se font d'abord ces inventions qui sont ensuite transmises en France. Ça vient un peu plus tard. Alors ça, c'est notamment le cas, je vous l'avais dit, dans le secteur textile. Et donc, la demande de produits manufacturés, c'est-à-dire fabriqués, elle augmente énormément, 42% entre 1750 et 1800 en Angleterre. Cette première industrialisation, elle a un fort impact sur les paysages avec l'apparition des nouvelles usines qui travaillent grâce à ces machines à vapeur. C'est tout pour ce chapitre. On va essayer de faire une conclusion en classe à distance virtuelle. Très bientôt, je vous tiens au courant pour fixer ces dates. Sur ce, à bientôt, portez-vous bien.